Deux chiffres heurtent le récit. Un pays meurtri accumule les attaques, tandis qu'un chef d'État continue de marcher sur les pistes brûlantes du Sahel. Ce contraste brutal, un pouvoir normalement distant et pourtant physiquement présent au front, renverse les codes habituels du leadership et projette une tension inattendue dans la compréhension du conflit. Pourquoi ce choix de proximité extrême, incarné ici par Ibrahim Traoré, modifie-t-il la manière dont nous percevons le rôle d'un dirigeant en temps de guerre? Une brèche s'ouvre, laissant entrevoir un pouvoir vécu au ras du terrain. Dans un pays où chaque attaque modifie l'équilibre social, la compréhension de cette trajectoire exige d'examiner ce que cette proximité présidentielle promet réellement au corps militaire et à la population. Cette approche ouvre un bénéfice direct, recréer une continuité de confiance entre État et terrain, un lien qui conditionne la résistance collective dans une guerre longue. L'enjeu devient alors double. Comprendre comment un style de commandement vécu au quotidien peut stabiliser des soldats épuisés et mesurer l'effet de cette cohérence sur des familles qui avaient cessé d'attendre un soutien durable. Le pari repose sur un principe simple mais exigeant. Si l'autorité se rend visible, si elle écoute et s'implique, alors l'écart entre décisions stratégiques et réalité vécue se réduit, permettant aux unités isolées de retrouver un minimum d'élan. Cette articulation entre risques assumés et promesses concrètes fixe les contours d'un engagement politique qui ne dépend plus d'un discours mais d'un suivi méthodique. Elle laisse entrevoir un changement de rythme national où les institutions cherchant à rattraper leur retard s'appuient sur des gestes répétés plutôt que sur des annonces ponctuelles. Une question reste volontairement ouverte. Deux constats précis ouvrent la trajectoire. En 2022, plusieurs villages burkinabés disparaissaient chaque mois sous les attaques, et pourtant un officier encore peu connu avançait l'idée qu'un leadership fondé sur la proximité pouvait remplacer des années de distance politique. La deuxième révélation élargit l'écart. Au moment où nombre d'armées régionales perdaient en cohésion, celle qu'allait bientôt diriger Ibrahim Traoré retrouvait un moral perceptiblement en hausse, porté par une solidarité quotidienne plutôt que par un protocole figé. Depuis ce double mouvement, le contexte s'est recomposé autour d'une tension permanente. Le pays sortait alors d'une période où les chaînes de décision étaient usées, où les unités isolées vivaient des nuits entières sans soutien direct, et où les familles endeuillées faisaient face à l'incertitude économique sans véritable garantie institutionnelle. Les attaques incessantes avaient imposé une fatigue collective, un glissement presque silencieux vers la résignation, rendant chaque territoire rural vulnérable à la fragmentation. Cette atmosphère, déjà lourde, s'accentuait lorsque les infrastructures, routes, marchés, écoles, basculaient sous la menace, révélant une rupture que les discours successifs n'avaient jamais comblée. C'est dans ce vide politique et moral qu'un geste simple a fait basculer la perception. Marcher sur les positions avancées, écouter les troupes, observer leurs conditions, puis partager brièvement leurs risques. Ce geste, répété, sans mise en scène, a introduit une idée inattendue. Si le pouvoir se rapprochait du terrain, alors la cohésion, même affaiblie, pouvait renaître. La présence physique au front n'a pas seulement réduit un écart hiérarchique, elle a redéfini la manière dont les soldats évaluent leur mission en leur rendant une forme de légitimité que les structures administratives ne parvenaient plus à transmettre. Cette recomposition progressive donne aujourd'hui un fil directeur. Comprendre comment une posture fondée sur l'attention directe peut transformer non seulement le moral militaire, mais aussi l'ancrage d'une société qui cherchait depuis longtemps un repère stable. Pour saisir comment un changement de posture peut modifier une trajectoire militaire,
Il faut suivre ceux qui ont observé le basculement depuis leur propre position. Dans les zones reculées, les soldats racontent qu'avant la nouvelle dynamique, les visites officielles demeuraient brèves, souvent limitées à des échanges formels qui ne reflétaient pas la réalité vécue sur les postes avancés. Ces unités, qui opéraient sous une pression constante, ne percevaient plus le lien entre leur sacrifice quotidien et un appareil d'État qu'ils jugeaient lointain. L'arrivée d'un mode d'écoute direct a réintroduit l'idée que leur expérience constituait un repère, non un simple détail logistique. Un premier cas illustre cet effet immédiat. Dans un camp du Sahel, un groupe de soldats décimés par plusieurs semaines d'affrontements expliquait qu'ils n'attendaient plus rien de la hiérarchie. L'apparition soudaine d'un responsable venu les écouter sans protocole a réouvert un espace de parole où chacun pouvait relater pertes, peurs et besoins essentiels. Ce moment, resté discret, a pourtant relancé la dynamique interne du poste, redonnant aux hommes l'idée que leur engagement continuait d'avoir un sens. Un second cas se dessine dans un centre de rééducation où les blessés tentaient de réapprendre des gestes élémentaires après des opérations difficiles. Le simple fait d'être entendu, accompagné et suivi au lieu d'être relégué à l'arrière-plan a transformé la manière dont ces soldats percevaient leur avenir. Pour beaucoup, cette reconnaissance constituait le premier pas vers une reconstruction physique et morale. À travers ces deux situations, une conclusion s'impose. La présence attentive agit comme un catalyseur silencieux qui réactive l'élan d'unité déjà éprouvé. En d'autres termes, la cohésion naît souvent de gestes minuscules. Tout commence par un choc. Les attaques se multiplient en 2022. Les villages tombent les uns après les autres. Les axes deviennent des couloirs sous tension. Les familles fuient. Les unités improvisent pour tenir. Le pays glisse. Chaque semaine apporte sa part de pertes. La frontière entre effondrement et survie se réduit à quelques positions isolées. Cette spirale crée un vide, plus de soutien direct, plus de relais institutionnels solides, seulement des soldats épuisés tentant de contenir une dynamique qui les dépasse. C'est ici que le basculement s'amorce. Il ne vient pas d'un discours, il ne vient pas d'un protocole, il vient d'un geste. Ibrahim Traoré marche vers le front, sans annonce, sans mise en scène. Il traverse la poussière du Sahel, il rejoint les postes avancés, il écoute, il observe, il partage quelques minutes de la même attente que les hommes qui veillent la nuit. Ce déplacement, en apparence simple, agit comme une rupture. La distance hiérarchique se réduit. Les troupes voient que le centre du pouvoir accepte d'endosser une part du risque qu'elle porte depuis des mois. Cette compression d'espace politique crée une onde immédiate. La mission cesse d'être abstraite. Elle redevient incarnée. Puis arrive le point de concentration. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense est lancé. La mécanique change d'échelle. Les veuves reçoivent une aide mensuelle. Les orphelins accèdent à l'école. Les blessés entrent dans des centres spécialisés. Les anciens combattants reçoivent outils, formations, petites subventions pour reconstruire une vie civile. Rien de spectaculaire, mais tout est concret et surtout, tout est appliqué. Cette cohérence entre parole et acte agit comme un cœur de pression. Les unités isolées sentent que la chaîne de soutien ne s'arrête plus à la parole publique. Les familles, longtemps invisibles, redeviennent un maillon reconnu de l'architecture nationale. La cohésion militaire se ressoude, le moral remonte, les désertions diminuent, les engagements progressent. Cette progression n'est pas linéaire, elle n'est pas miraculeuse, mais elle est visible. Le climax se produit lorsque le terrain commence à réagir. Les unités dispersées montrent une résistance nouvelle. Elles tiennent plus longtemps. Elles reprennent confiance. La présence répétée d'Ibrahim Traoré alimente cette dynamique.
Les soldats racontent qu'ils ne se sentent plus seuls. Les familles voient que le soutien ne dépend plus d'une exception. Les blessés comprennent qu'ils ne seront plus abandonnés dans l'ombre. Et l'État, souvent accusé d'inertie, y démontre enfin quelque chose. La capacité d'accompagner, même au milieu du chaos. Puis viennent les ondes résiduelles. Elles se diffusent lentement, dans les marchés, dans les écoles, dans les villages reculés. Les citoyens observent une cohérence rare, ce qui est annoncé trouve une traduction visible. Les critiques existent encore, elles persistent, mais elles se heurtent à des faits, des familles stabilisées, des blessés suivis, des anciens combattants réinsérés, une armée qui retrouve une part de sa cohésion, un État qui réapprend à tenir sa promesse humaine. Cette trajectoire reste fragile. Elle n'efface pas la guerre, elle n'efface pas les pertes, mais elle construit un fil, un pays qui tente, malgré tout, de recoller ses fragments. Et au centre de ce fil, un principe demeure, la proximité comme levier de reconstruction. Au départ, la situation se mesurait par un manque structurel. Les familles de soldats vivaient sans filet de sécurité, puis un changement décisif s'est produit lorsque plus de 10 000 foyers ont commencé à recevoir un soutien mensuel régulier. Ce delta traduit une modification profonde, un passage d'un abandon durable à une prise en charge stable. Cette transition crée une base de confiance indispensable aux unités engagées au front. Elle transforme aussi la manière dont les proches envisagent l'avenir immédiat. Le soutien récurrent réduit la vulnérabilité quotidienne dans un contexte d'attaque persistante. Il stabilise enfin des ménages longtemps exposés aux ruptures économiques soudaines. Un second repère quantifiable concerne les enfants de militaires tombés ou blessés. Plus de 5 000 orphelins ont été scolarisés au sein du programme. Ce mouvement inverse une tendance lourde où l'instabilité sécuritaire paralysait l'accès à l'éducation. Cette progression donne aux enfants une continuité essentielle dans un pays fragilisé. Elle démontre aussi qu'un investissement humain peut porter des effets mesurables. Chaque admission scolaire devient un signal de responsabilité assumé par les institutions. L'impact dépasse l'individu. Il renforce la cohésion en rappelant que la guerre n'efface pas les trajectoires futures. Le troisième indicateur élargit le spectre. Près de 1 500 anciens combattants ont créé une activité économique après leur démobilisation. Ce pivot marque une rupture nette avec la période précédente, où la sortie de l'armée signifiait souvent isolement et précarité. La réinsertion professionnelle restaure une autonomie longtemps considérée comme inaccessible. Elle rétablit également une présence utile dans le tissu local. Les petites entreprises offrent un ancrage social là où régnait l'incertitude. Elles participent enfin à une respiration économique malgré la pression sécuritaire constante. Ces trois métriques ne racontent pas tout, mais elles tracent la colonne vertébrale d'un redéploiement humain. Elles montrent comment des interventions ciblées, limitées, mais constantes, peuvent modifier la perception du rôle de l'État dans un conflit prolongé. La stabilisation financière de milliers de foyers crée un espace où les familles cessent de vivre dans l'urgence permanente. La scolarisation des orphelins redonne un horizon à long terme dans un contexte où le futur se réduisait à quelques semaines. La réinsertion professionnelle rétablit une logique d'utilité sociale, essentielle pour des communautés dispersées qui cherchent à reconstruire une normalité minimale. Cette dynamique se propage aussi à travers les comportements. Les soldats en première ligne, voyant ces résultats appliqués, réévaluent leur propre engagement. Le moral, longtemps affaibli, retrouve un socle plus solide. Les désertions diminuent, non par contrainte, mais parce que les troupes sentent qu'elles ne sont plus seules face au risque. Les familles, pour leur part, perçoivent enfin une continuité entre leurs besoins concrets et l'attention institutionnelle apportée. Dans les villages, les petites entreprises lancées par d'anciens combattants deviennent des points d'ancrage qui renforcent la cohésion locale. Ces chiffres, bien que modestes, à l'échelle d'un pays en guerre, produisent un effet cumulatif.
Ils offrent un langage commun, celui d'une reconstruction progressive qui ne dépend pas uniquement du matériel ou des opérations, mais d'une architecture de soutien réhabilité. L'ensemble crée un environnement où les décisions militaires, sociales et économiques cessent d'être disjointes. Elles convergent vers une idée simple. La résilience se construit par couches successives, par des gestes mesurables et par une continuité jamais interrompue. Deux thèses se confrontent depuis plusieurs années, chacune prétendant détenir la clé d'un redressement militaire possible dans un contexte où les attaques s'enchaînent et où la fatigue opérationnelle ronge les unités. La première, largement portée par une partie de l'élite politico-militaire, affirme que seul un investissement massif dans l'équipement moderne peut offrir un avantage stratégique durable. Armes de pointe, surveillance élargie, capacité technologique capable d'égaler ou de surpasser les groupes armés. Selon cette vision, tout franc orienté vers le soutien social constituerait une distraction budgétaire risquée dans une guerre où chaque ressource compte. La seconde thèse adopte un angle radicalement différent. Elle soutient que la fragmentation morale de l'armée a précédé sa faiblesse matérielle et qu'aucune modernisation technologique ne peut compenser une cohésion affaiblie. Pour ses défenseurs, la ligne de front dépend avant tout de la résilience humaine, de la solidarité interne et de la certitude que l'État reconnaît réellement les sacrifices consentis. L'argument central repose sur une évidence rarement formulée, mais largement ressentie sur le terrain. Une armée qui doute de son propre ancrage humain demeure vulnérable, quel que soit le niveau de sophistication de son matériel. Face à ces deux positions opposées, la réponse issue des faits observés dans les données disponibles suit une hiérarchie moins intuitive. Les réformes sociales appliquées aux familles de soldats, aux blessés, aux orphelins et aux anciens combattants ont généré des effets mesurables. Plus de 10 000 foyers soutenus financièrement, plus de 5 000 orphelins scolarisés, près de 1 500 anciens combattants réinsérés par la création d'entreprises locales. Ces résultats ne remplacent aucune modernisation militaire, mais ils stabilisent la base humaine qui doit ensuite la mettre en œuvre. Le Stillman ne rejette donc pas la critique du camp techniciste, il la recadre. Le matériel reste nécessaire dans un conflit asymétrique. Cependant, sans un socle moral reconstruit, chaque amélioration opérationnelle risque de retomber dans un vide organisationnel. Les effets constatés montrent que la restauration de la dignité des soldats constitue une condition préalable plutôt qu'un dérivatif. Autrement dit, la technologie renforce une armée déjà debout, mais elle ne relève pas une armée déjà fracturée. Une bascule silencieuse survient. À mi-chemin de cette dynamique, un élément souvent négligé éclaire la véritable profondeur du changement. L'efficacité des réformes ne repose pas uniquement sur des programmes visibles, mais sur une succession de moments discrets où Ibrahim Traoré abandonne la verticalité classique du pouvoir pour adopter une présence horizontale, presque obstinée. Dans un camp reculé, loin des caméras, il s'assoit au même niveau que des soldats blessés, échangeant sans filtre sur leurs douleurs, leurs progrès, leurs peurs et leurs attentes. Rien n'y est protocolaire, rien n'y est scénarisé, seulement la reconnaissance brute d'hommes qui ont porté le poids de la guerre. Ce geste, minuscule en apparence, modifie pourtant l'architecture interne du commandement. Il transforme la perception des troupes, qui ne voient plus une figure distante, mais un relais humain prêt à partager une part du fardeau. Cette proximité réintroduit une logique de confiance qu'aucune directive administrative ne pouvait susciter. Elle diffuse une cohésion nouvelle, d'abord dans les unités blessées, puis dans celles encore en opération, avant de toucher les familles qui observent ce changement. La révélation du midpoint tient ici. La cohésion naît de la présence, non de l'apparence. Les effets des choix portés depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré se lisent désormais dans 4 cercles distincts qui absorbent chacun,
à leur manière, la transformation enclenchée. Ces conséquences ne forment pas un tableau figé, elles dessinent plutôt une série de mouvements qui s'alimentent mutuellement, redéfinissant lentement l'équilibre d'un pays engagé dans une guerre prolongée. 1. État, NN. Cohérence institutionnelle. L'État, longtemps fragmenté par l'instabilité et la défiance, retrouve une cohérence minimale grâce aux dispositifs visibles mis en œuvre autour des familles de soldats. Les administrations, même sous pression, parviennent à assurer une continuité de soutien montrant que les aides ne sont plus symboliques, mais inscrites dans une logique de suivi réel. La légitimité institutionnelle se stabilise parce que ce qui est annoncé se matérialise concrètement, renforçant le contrat implicite entre pouvoir central et population. Cette réactivation progressive permet au pays d'éviter un effondrement de la confiance civique. 2. Entreprise, dynamique économique, DN, noyau de relance locale. L'impact économique ne vient pas d'un grand plan, mais d'une myriade de petites activités nées de la réinsertion des anciens combattants. Plus de 1500 micro-entreprises, agricoles, artisanales, mécaniques, deviennent des points d'ancrage dans les communautés dispersées. Elles génèrent une forme de respiration économique dans un contexte où l'insécurité bloque les grands projets structurants. Cette dynamique locale ne compense pas toutes les pertes, mais elle introduit un rythme nouveau, celui d'une stabilité progressive construite par de petites unités économiques tenues par des acteurs qui connaissent intimement les besoins de leur territoire. 3. Population, ND. Stabilisation sociale des foyers vulnérables. Pour les familles, l'effet le plus tangible réside dans la transition entre abandon et soutien régulier. Les 10 000 foyers accompagnés cessent de vivre dans l'urgence permanente et retrouvent un minimum de projection. Les 5 000 orphelins scolarisés incarnent une rupture symbolique avec l'ère où l'avenir des enfants dépendait du hasard ou de l'aide informelle. Cette reconstruction sociale modifie aussi la perception collective de l'armée. Elle n'apparaît plus comme un corps isolé ou sacrifié, mais comme une institution reconnue, intégrée et protégée par l'État. Les discussions dans les marchés, les écoles ou les villages traduisent cette évolution silencieuse. 4. Région KV. Effet diffus dans le Sahel. Au-delà des frontières, les pays voisins observent ce modèle émergent avec une attention croissante. Dans un Sahel secoué par les mêmes dynamiques terroristes, la combinaison entre cohésion militaire et soutien social intrigue car elle offre une alternative aux stratégies fondées exclusivement sur l'armement. La démarche ne transforme pas immédiatement l'équilibre régional, mais elle introduit une question nouvelle. Que se passe-t-il lorsqu'un État investit autant dans la dignité humaine que dans la défense opérationnelle? Ce signal, indirect mais persistant, recadre discrètement le débat régional. Les Tata. 4 cercles ne forment pas une conclusion, mais une trajectoire. L'État se stabilise, les économies locales respirent, les familles reprennent ancrage, la région observe. Au centre de cette propagation, la cohésion produite par la proximité, impulsée et incarnée par Ibrahim Traoré, agit comme un nœud organisateur. Les dynamiques observées jusqu'ici permettent d'esquisser 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres d'évolution fondés sur les tendances déjà visibles. Cohésion croissante des unités, stabilisation imparfaite des familles soutenues, respiration économique locale née des micro-entreprises et attention régionale envers un modèle centré sur la reconstruction humaine. 1. Scénario base. Stabilisation progressive couche par couche. Dans l'hypothèse la plus prudente, les mécanismes actuels
se poursuivent à un rythme régulier. Aide versée sans interruption, suivi des blessés consolidés, programme de réinsertion élargi à un nombre modéré de nouvelles zones. L'armée maintient la pression sur les groupes armés sans progression spectaculaire, mais avec une constance suffisante pour réduire certaines attaques. Les petites entreprises créées par d'anciens combattants consolident leur activité, offrant une respiration économique fragile mais réelle. La situation sécuritaire reste hétérogène, mais les fondations sociales évitent les retours en arrière brusques. 2. Scénario optimiste. Diffusion vers la vie civile. Si l'élan de cohésion s'amplifie, la dynamique peut gagner les institutions civiles. Les familles stabilisées deviennent des pôles de continuité. Les orphelins scolarisés prolongent leur parcours éducatif et les blessés réinsérés renforcent la confiance collective. Les micro-entreprises tirent des effets d'entraînement, emplois locaux, apprentissage technique, diversification de revenus. Cette diffusion peut également influencer la perception régionale, donnant au pays une stature de pôle relatif de stabilité dans un Sahel en tension permanente. La dynamique reste néanmoins dépendante de la capacité à maintenir un rythme constant de soutien humain. 3. Scénario pessimiste. Pression susceptible d'éroder les progrès fragiles. Un regain d'attaque, accompagné de tensions politiques ou logistiques, pourrait fissurer les acquis actuels. Les institutions seraient confrontées à une surcharge, les familles de soldats pourraient percevoir une fragilité dans la continuité des aides et les unités engagées risqueraient d'être poussées à leurs limites. Les entreprises locales, encore jeunes, souffriraient immédiatement d'un recul sécuritaire. Les effets sociaux ne s'effondreraient pas d'un bloc nhưng mắc nhịp độ làm giảm khả năng mở rộng của các chương trình hiện có. Cadre d'interprétation, une lecture commune des trois scénarios là xem liệu các hành động mang tính con người, hỗ trợ, lắng nghe, tái hòa nhập có tiếp tục duy trì được nhịp độ đều đặn hay không. Si ces dynamics conservent leur inertie, ổn định có thể mở rộng. Nếu chúng chậm lại, áp lực chiến tranh sẽ tăng trở lại. Les transformations en cours ne se limitent pas aux sphères institutionnelles ou militaires, elles se matérialisent dans la vie quotidienne de trois groupes de citoyens qui ressentent différemment les effets de cette dynamique. Chacun de ces groupes occupe une position singulière dans le tissu social et c'est à travers leur perception que l'on mesure la solidité ou la fragilité des progrès observés jusqu'ici. 1. Groupe A. Ceux vivant dans les zones directement touchées. Pour les habitants des régions exposées aux attaques, la première respiration provient de la stabilisation progressive liée aux aides régulières et à la présence continue des services sociaux. Les familles de soldats voient leurs besoins essentiels pris en compte, ce qui réduit l'incertitude quotidienne. Les blessés accompagnés dans les centres spécialisés deviennent des figures de résilience, un rappel que la guerre n'efface pas totalement les perspectives d'avenir. Dans ces zones, chaque geste de soutien introduit une marge de normalité là où dominait l'urgence. 2. Groupe B. Les jeunes en quête de trajectoire. Pour les jeunes, longtemps partagés entre l'exode, l'engagement militaire ou l'immobilité, la réinsertion réussie de centaines d'anciens combattants crée un espace d'identification nouveau. Les petites entreprises issues de ces parcours montrent qu'un chemin reste possible, même après une rupture brutale. Ce modèle offre un contrepoids à la résignation et sert de repère pour imaginer un avenir dans un pays où les options professionnelles demeurent limitées. Ce groupe lit la transition comme une preuve que la reconstruction peut être concrète et accessible. 3. Groupe C. Les citadins éloignés du front pour les travailleurs urbains, commerçants, enseignants, artisans,
Le changement se manifeste par une modification progressive de la perception collective de l'armée. Là où régnait autrefois distance ou méfiance, on observe désormais une reconnaissance accrue envers les familles de militaires et les unités engagées. Les discussions publiques se transforment. On parle davantage de soutien que de fatalisme. Cette recomposition symbolique contribue à un climat psychologique plus stable, indispensable pour renforcer les liens sociaux dans un contexte de guerre prolongée. La reconstruction avance par étapes courtes. Dans une situation où les acquis restent fragiles, l'enjeu consiste à structurer une feuille de route capable de prolonger les effets observés depuis que Ibrahim Traoré a réorienté l'action publique vers la proximité humaine. Cette trajectoire ne dépend pas d'un plan massif, mais d'une série de gestes méthodiques, mesurables et tenus dans le temps. 1. Stabiliser les dispositifs existants responsables, administration sociale et unité locale. Action, garantir la continuité des aides aux familles, aux blessés et aux orphelins. Calendrier, de manière mensuelle, sans interruption. Indicateurs, régularité des versements, délai de traitement, taux de satisfaction des bénéficiaires. Cette étape ancre la confiance et empêche tout retour à la rupture institutionnelle. 2. Renforcer les centres de rééducation, responsables, équipe médicale, psychologues, autorités sanitaires. Action. Augmenter la capacité d'accueil, structurer l'accompagnement psychologique et améliorer la coordination avec les familles. Calendrier. Progressivement, à chaque expansion de zone stabilisée. Indicateurs. Nombre de blessés suivis, taux de réinsertion, progression médicale documentée. 3. Étendre les programmes de réinsertion professionnelle responsables. Agences économiques, locales et associations d'anciens combattants. Action. Faciliter l'accès à la formation, aux outils techniques et au microcrédit. Calendrier. Par cycle trimestriel. Indicateur. Nombre d'entreprises créées, revenus générés, maintien d'activité après 6 mois. 4. Coordonner sécurisation et service civil. Responsable. Force de sécurité plus collectivité locale. Action. Coupler chaque zone sécurisée avec un retour progressif des écoles, marchés et routes fonctionnelles. Calendrier. Dès que les unités estiment la zone tenable. Indicateur. Réouverture d'infrastructures, fréquentation scolaire, mobilité commerciale. 5. Instituer la proximité comme règle durable. Responsable, exécutif, plus relais territoriaux. Action. Maintenir des visites régulières, des retours d'informations courts, un lien direct entre terrain et décision. Calendrier, de façon continue. Indicateur, fréquence des visites, vitesse de réaction, évolution du moral des unités. Cette méthode prolonge l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré en l'intégrant dans une routine institutionnelle. Dans les derniers replis de cette trajectoire, l'image revient d'elle-même. Ces bancs de fortune aperçus dans un camp reculé, là où des soldats racontaient fatigue, perte et fragments d'espoir. C'est sur ces bancs que l'écoute avait remplacé la distance, que la parole avait retrouvé sa place et que l'on avait compris qu'un simple geste pouvait réorienter une dynamique collective. Cette scène, fragile et discrète, révèle ce qui soutient réellement un pays en guerre. La reconnaissance mutuelle entre ceux qui risquent leur vie et ceux qui portent la responsabilité politique. En rappelant ce moment, on distingue mieux la portée du choix opéré par Ibrahim Traoré, celui d'un pouvoir vécu à hauteur d'homme plutôt qu'imposé d'en haut. Les gestes, les gestes répétés dans le Sahel, les échanges silencieux, les instants de partage avec les blessés et les unités isolées forment un fil continu que la guerre n'a pas réussi à rompre. La cohésion observée aujourd'hui
même imparfaite, prend racine dans cette proximité assumée, patiente, presque obstinée. Ce fil reliant hommes, famille et institutions tient encore parce qu'il est porté par une intention simple et exigeante. La proximité crée la force durable. Dans un pays encore traversé par l'incertitude, la continuité des gestes posés au cours des derniers mois ne prendra tout son sens que si chacun accepte d'y contribuer. Les réformes, le soutien aux familles, la réinsertion des anciens combattants et les moments vécus dans les camps ne sont pas seulement des dispositifs institutionnels. Ce sont des points d'appui pour recomposer un lien social longtemps fragilisé. La solidarité ne se décrète pas, elle se pratique et chaque initiative locale, chaque engagement communautaire, chaque conversation ouverte participe à étendre cette dynamique. Les citoyens, qu'ils vivent dans les zones exposées, dans les centres urbains ou au cœur des territoires intermédiaires, peuvent nourrir cette transition en renforçant les liens avec les familles touchées, en soutenant les projets issus de la réinsertion ou simplement en partageant les récits qui donnent sens à cette reconstruction. Les idées circulent, se répondent, se transforment, et c'est dans cette circulation que naissent les stabilités nouvelles. Comment souhaitez-vous vous-même contribuer à ce mouvement collectif?